À 2900 km sous la pièce où vous vous trouvez, sous le plancher, sous les fondations, sous la roche froide, puis sous la roche brûlante qu'aucun forage humain n'a jamais seulement effleurée, deux masses de la taille d'un continent reposent contre le noyau de fer de la Terre. Elles ne bougent presque pas. Elles ne ressemblent à rien d'autre dans notre planète. Elles sont plus denses que tout ce qui les entoure, chimiquement différentes du manteau qui les enveloppe. Et elles se tiennent là, immobiles, depuis presque aussi longtemps que le monde existe. Chacune d'elles est plus grande que la Lune. Et pendant toute l'histoire de l'humanité, nous avons construit des villes, tracé des routes, enterré nos morts et levé les yeux vers les étoiles sans jamais soupçonner qu'elles étaient là, juste en dessous, silencieuses, patientes, étrangères. Ce soir, vous allez apprendre que l'un des mondes morts les plus proches de vous n'est pas une tache pâle au fond d'un relevé astronomique. Il n'est pas à des milliers d'années-lumière. Il est enfoui dans le sol que vous touchez. Si ce genre de voyage vous parle, un petit like et un abonnement nous aideraient énormément. Nous avons l'habitude de penser à la Terre comme à une chose unique. Un monde, une histoire, un commencement suivi d'une longue continuité. Ce n'est pas ce que racontent les roches. Les roches racontent une fusion. Deux corps devenus un seul, et un seul des deux a gardé son nom. Gardez cette idée en tête, parce que tout le reste de cette nuit va s'ouvrir à partir d'elle, comme une porte qui donne sur un couloir beaucoup plus long qu'on ne l'imaginait. Tout a commencé par un problème de vitesse. Dans les années 80, des géophysiciens qui étudiaient la manière dont les tremblements de terre traversent la planète ont remarqué quelque chose qui ne collait pas. Une secousse violente au Chili envoie des ondes dans toutes les directions, et certaines d'entre elles plongent, traversent le manteau, frôlent le noyau et ressortent à l'autre bout du monde, où des sismomètres les attendent. La vitesse de ces ondes dépend de ce qu'elles traversent. Plus la roche est froide et dense, plus elle file vite. Plus elle est chaude ou chimiquement différente, plus elles ralentissent. En chronométrant des milliers de trajets, en comparant des retards de quelques secondes à peine, on peut reconstituer une image de l'intérieur de la Terre, une sorte d'échographie d'un corps qu'on n'ouvrira jamais. Et cette échographie a révélé deux monstres, deux régions énormes, posées tout au fond du manteau, juste au-dessus du noyau, où les ondes ralentissent brutalement et refusent de se comporter comme partout ailleurs. L'une s'étend sous le continent africain, l'autre sous l'océan Pacifique. Elles ne sont pas seulement larges, elles sont hautes. Elles s'élèvent depuis la surface du noyau comme des chaînes de montagnes retournées vers l'intérieur du monde, sur des centaines de kilomètres d'épaisseur. Ensemble, elles recouvrent près d'un quart de la surface du noyau. Ce sont, de loin, les plus grandes structures cachées de notre planète, plus vastes que n'importe quel océan, plus imposantes que n'importe quelle montagne. Et elles étaient totalement invisibles jusqu'à ce que la Terre elle-même se mette à trembler assez fort pour nous en dessiner le contour. Les scientifiques leur ont donné un nom technique, prudent, presque administratif. Puis, comme on finit toujours par faire avec ce qui nous accompagne longtemps, ils leur ont donné des surnoms. Deux formes endormies, l'une sous l'Afrique, l'autre sous le Pacifique, garées à la frontière entre la roche et le fer liquide, dans un endroit où aucune lumière n'est jamais parvenue et où aucun instrument n'ira jamais. Pendant 40 ans, elles ont été l'une des grandes énigmes ouvertes du monde d'en dessous. On savait qu'elles étaient plus denses que le manteau environnant. On savait qu'elles étaient faites d'autre chose. Mais personne ne savait dire d'où elles venaient, ni surtout comment elles avaient réussi à rester intactes aussi longtemps. Parce que le manteau n'est pas immobile. Il bouge, lentement, à la vitesse dérisoire de quelques centimètres par an, comme un ongle qui pousse, mais il bouge sans s'arrêter depuis 4,5 milliards d'années. À cette échelle de temps, tout ce qui est différent finit normalement par être mélangé, dilué, effacé. Sauf ces deux-là. Elles ont refusé de se dissoudre. Elles ont tenu. La réponse la plus troublante à ce mystère a été publiée en 2023 par une équipe de chercheurs qui travaillait, au départ, sur un tout autre sujet. Et vous connaissez déjà la première moitié de cette histoire, même si vous ne l'avez sans doute jamais entendu raconter de cette façon. Il y a environ 4,5 milliards d'années, le système solaire n'était pas ce lieu ordonné que montrent les schémas. C'était un chantier. Des dizaines de corps de taille planétaire se croisaient sur des orbites instables, se frôlaient, se percutaient. La Terre était encore jeune, encore brûlante, encore en train de se rassembler. Et un jour, un corps de la taille de Mars, un monde entier, avec son propre noyau, son propre manteau, sa propre histoire,
est venu la percuter de plein fouet. Ce que nous appelons aujourd'hui une collision est un mot beaucoup trop propre pour ce qui s'est produit. L'énergie libérée a été telle qu'une grande partie de la surface terrestre s'est vaporisée. Un anneau de roche fondue et de vapeur minérale a été projeté en orbite, brillant, incandescent, tournant autour d'une planète blessée. Ce disque s'est refroidi, s'est aggloméré, s'est arrondi. Il est devenu la Lune. C'est l'hypothèse de l'impact géant, et elle tient debout depuis des décennies. La composition chimique des échantillons lunaires y correspond. Le moment cinétique du couple Terre-Lune y correspond. C'est l'une des idées les mieux étayées de la science planétaire. Mais il restait un fil qui dépassait, et ce fil agaçait tout le monde. Si ce corps a réellement existé, où est-il passé? Nous n'avons jamais trouvé de fragment évident dans la ceinture d'astéroïdes. Aucune météorite ne correspond proprement à sa signature attendue. Un monde entier, de la taille de Mars, nous serait rentré dedans, puis se serait volatilisé sans laisser d'adresse. Or, un objet de cette masse ne s'évapore pas. La matière ne disparaît pas des comptes. Elle va quelque part. Elle est forcément quelque part. La proposition faite en 2023 est d'une simplicité brutale. Ce monde n'a pas disparu. Il a coulé. Au moment de l'impact, la Terre était un océan de magma. Le manteau de l'objet qui l'a frappé était plus riche en fer, donc plus lourd que le nôtre. Une partie de cette matière étrangère a traversé la planète en fusion, comme une pierre traverse l'eau, lentement, inexorablement, et s'est déposée tout au fond, contre le noyau, là où elle n'a plus jamais bougé. Les deux masses ne seraient donc pas des accidents de convection, ni des poches de roches un peu différentes. Elles seraient le corps enterré du monde qui a fabriqué notre Lune, les restes d'une planète entière, avalés, digérés à moitié, puis conservés au cœur de la Terre comme une fleur pressée oubliée au fond d'un livre. Prenez le temps de faire tourner cette idée dans votre esprit. La matière de ces régions a été mesurée comme étant 2 à 3% plus dense que le manteau qui l'entoure. Cela paraît ridicule, une erreur d'arrondi, mais ce minuscule excès de poids est exactement ce qui l'empêche de se remélanger. Elle a coulé parce qu'elle était lourde. Elle reste au fond parce qu'elle est lourde. Trop dense pour remonter, trop stable pour se dissoudre. Alors, elle est restée chimiquement distincte pendant 4,5 milliards d'années, immobile, pendant que tout le reste changeait au-dessus d'elle. Les premiers océans se sont formés au-dessus d'elle. Les continents se sont assemblés, déchirés, recollés au-dessus d'elle. Des forêts ont poussé, des glaciers sont descendus puis repartis, des espèces sont apparues et se sont éteintes par millions au-dessus d'elle. Chaque cité, chaque guerre, chaque personne ayant jamais vécu, a vécu sur la fine pellicule éclairée d'une planète qui porte un monde mort dans sa poitrine. Vous êtes né au-dessus, vous êtes au-dessus en ce moment même. Et voici le détail qui change tout, celui qui empêche de refermer cette histoire comme une simple curiosité géologique. Ce monde mort n'est pas inerte, il travaille encore. Sur les bords de ces deux masses, là où leur matière brûlante touche le manteau normal, la chaleur du noyau s'accumule et cherche à s'échapper. Elle finit par le faire sous la forme de colonnes de roches extrêmement chaudes qui s'élèvent lentement sur presque 3000 km, comme des bulles dans du miel épais. On les appelle des panaches. Et quand un panache atteint enfin la base de la croûte, il la perce. Regardez une carte des grands points chauds volcaniques du globe. Hawaï, l'Islande, la Réunion, les Galapagos. Une proportion frappante d'entre eux se trouve juste au-dessus des marges de ces deux structures profondes. Les îles hawaïennes, ces montagnes tropicales sorties du Pacifique, sont peut-être la fumée d'un feu allumé au contact d'un monde étranger enterré. Et quand on remonte plus loin dans le temps, les traces deviennent plus sombres encore. Certaines des plus gigantesques éruptions de l'histoire de la Terre, celles qui ont recouvert des régions entières de lave sur des kilomètres d'épaisseur et bouleversé le climat de la planète pendant des centaines de milliers d'années, semblent avoir démarré exactement au-dessus de ces bords-là. Ce sont ces éruptions-là qui accompagnent les grandes extinctions. Autrement dit, le cadavre enfoui au centre de la Terre a peut-être, à plusieurs reprises, tendu la main jusqu'à la surface et effacé une partie du vivant. Il y a plus étrange encore. Tout en bas, collé contre le noyau, à l'intérieur même de ces provinces, les sismologues ont détecté des zones minuscules, quelques dizaines de kilomètres d'épaisseur, où les ondes ralentissent non pas un peu,
mais de façon spectaculaire. Certaines chutent de moitié. Rien de solide ne fait ça. La seule explication qui tienne, c'est que la roche y est partiellement fondue. Des flaques, des poches de magma piégées à la limite du noyau, dans un endroit où la pression dépasse 1 million de fois celle que vous ressentez en ce moment, et où la température rivalise avec la surface du Soleil. Il y a un océan de feu à la base du monde, et il baigne le corps d'une planète morte. Nous cherchons les mondes disparus en pointant d'immenses télescopes vers le ciel, en espérant capter la lueur d'un objet lointain, froid, rassurant parce qu'il est loin. Le genre de choses qu'on peut étudier sans qu'elle vous touche. Et pendant tout ce temps, la tombe planétaire la plus proche de nous était sous nos pieds, plus proche que l'autre côté de notre propre planète, dissimulée si parfaitement qu'il a fallu que le sol lui-même se mette à trembler pour qu'elle accepte de nous montrer sa forme. Ce qui pose la question qui va nous entraîner vers le dehors, vers le noir. Si un monde mort de cette taille peut se cacher à l'intérieur d'un monde vivant et rester invisible pendant des milliards d'années, combien en manquons-nous quand nous levons enfin les yeux? La réponse commence tout près, à quelques dizaines de millions de kilomètres à peine, sur une planète que nous croyons connaître. Mercure ne ressemble à rien de ce qu'une planète devrait être. C'est un petit monde gris, criblé de cratères, cuit d'un côté et gelé de l'autre. Vu de loin, il ressemble à la Lune. Mais si vous le pesez, si vous mesurez sa densité et que vous en déduisez ce qu'il y a dedans, le résultat est absurde. Son noyau métallique occupe environ 85% de son rayon. Chez nous, il en occupe à peine plus de la moitié. Mercure est essentiellement une boule de fer, avec une mince peau de roche jetée dessus, comme si quelqu'un avait épluché la planète. C'est précisément l'hypothèse que beaucoup de planétologues privilégient. Mercure aurait été plus grosse. Elle aurait eu un manteau normal, épais, respectable. Et très tôt, dans la même période de chaos qui a arraché la Lune à la Terre, un autre corps l'aurait percuté à une vitesse effrayante, projetant la plus grande partie de son enveloppe rocheuse dans l'espace, laissant derrière lui un cœur nu, à peine recouvert. La planète que nous appelons Mercure ne serait pas une petite planète, ce serait ce qui reste d'une plus grande. Et une fois que vous acceptez cette idée, le système solaire cesse d'être une famille bien rangée de 8 planètes. Il devient une scène de crime. Prenez la ceinture d'astéroïdes, cet anneau de débris entre Mars et Jupiter. On l'a longtemps décrite comme les restes d'une planète explosée, ce qui est faux, mais la vérité est plus intéressante. Ce ne sont pas les morceaux d'un monde détruit, ce sont les morceaux d'un monde qui n'a jamais eu le droit de naître. La gravité de Jupiter, monstrueuse, a agité cette région pendant sa formation, accélérant les fragments au lieu de les laisser se coller doucement les uns aux autres. Chaque rencontre est devenue une collision destructrice plutôt qu'une fusion. Le résultat, ce sont des millions de blocs qui, si on les réunissait tous, ne feraient même pas une lune correcte. Une planète avortée, dispersée en poussière, condamnée à tourner en rond pour toujours. Mais parmi ces blocs, il y en a un qui ne ressemble pas aux autres. Il porte le nom de Psyché, il mesure environ 220 km de large et il est en grande partie métallique. Pas de la roche contenant du métal. Du métal. Du fer et du nickel, le genre de matière qui, dans une planète normale, ne se trouve qu'au centre, à des milliers de kilomètres sous la surface, parce que le métal est lourd et qu'il coule toujours vers le bas. Pour qu'un noyau métallique se retrouve exposé, nu, en train de tourner dans le vide, il faut que tout le reste ait été arraché. Il faut qu'un petit monde ait existé, qu'il ait eu le temps de fondre, de se séparer en couches, de fabriquer son cœur, et qu'il ait ensuite été mis en pièces par une série de chocs si violents que sa roche a été dispersée aux 4 vents et que seul son centre a survécu. Le plus troublant, c'est qu'il y en a peut-être déjà eu dans vos mains. Dans les musées du monde entier, il y a des vitrines contenant des météorites de fer, ces blocs sombres et lourds, souvent découpés et polis, pour révéler à l'intérieur un motif de lignes croisées, un entrelac géométrique de cristaux métalliques. Ce motif ne peut se former que d'une seule façon. Il faut que le métal fondu refroidisse extraordinairement lentement, de l'ordre de quelques degrés par millions d'années. Cela n'arrive nulle part ailleurs qu'au centre d'un corps assez gros pour retenir sa chaleur, isolé sous des dizaines de kilomètres de roches. Chacune de ces météorites est donc un fragment du cœur d'un monde détruit. Elles ne viennent pas de l'espace vide, elles viennent de l'intérieur de planètes
qui ont existé, qui se sont formées, qui ont brillé de chaleur interne, et qui ont été brisées avant même que la Terre n'ait fini de se rassembler. Et quelques-unes d'entre elles ont fini leur trajectoire dans un champ, dans un désert, sur une plaque de glace en Antarctique, où quelqu'un les a ramassées, sans savoir qu'ils tenaient le noyau d'une planète morte au creux de sa paume. Le système solaire est plein de ces débris. Nous vivons dans une maison construite avec les briques d'autres maisons effondrées. Alors, si notre petit coin d'univers, ces quelques milliards de kilomètres que nous connaissons le mieux, contient déjà autant de ruines, il faut se demander à quoi ressemble le reste. Il faut sortir. Il faut quitter la lumière du soleil et aller là où il n'y a plus aucune lumière du tout. Imaginez une planète de la masse de Saturne sans aucun soleil dans son ciel. Aucun. Pas une étoile lointaine et pâle. Pas un point rouge sombre posé bas sur l'horizon. Rien. Elle se déplace dans l'espace interstellaire à une vitesse qui lui ferait traverser un pays entier en quelques secondes, et elle le fait depuis plus longtemps que la Terre n'existe. Sa surface, si l'on pouvait s'y tenir debout et y survivre, ne connaît pas de lever du jour. Elle n'en a jamais connu. Elle n'en connaîtra jamais. Il n'y a pas de journée là-bas, pas de saison, pas d'ombre qui raccourcit à midi, parce qu'il n'y a pas de midi. Il y a la planète, le froid et la nuit qui continue dans toutes les directions sans jamais rencontrer un mur. Ce sont les planètes errantes, des mondes libres, sans étoiles, sans orbite, sans attache. Et ce qui les rend vertigineuses, ce n'est pas leur solitude, même si elle est totale, c'est leur nombre. Pendant longtemps, elles ont été presque théoriques. On pouvait les imaginer, les dessiner sur un tableau, se disputer à leur sujet, mais on n'avait aucun moyen sérieux d'en trouver une. Une planète n'émet presque aucune lumière propre. Une planète normale, au moins, réfléchit celle de son étoile. Elle brille d'un éclat emprunté. Une planète errante n'a rien à emprunter. C'est un objet noir et glacé sur un fond noir et glacé, et toutes les techniques habituelles échouent en même temps. On ne peut pas la voir directement. On ne peut pas la surprendre en train de passer devant son étoile et d'en atténuer légèrement l'éclat, la méthode qui nous a donné la majorité des exoplanètes connues, puisqu'elle n'a pas d'étoile devant laquelle passer. On ne peut pas détecter le petit balancement gravitationnel qu'elle imprime à son soleil, puisqu'il n'y a pas de soleil à faire vaciller. Elle est invisible par tous les moyens ordinaires. Il existe exactement une méthode qui fonctionne, et elle a quelque chose de magnifique et de légèrement inquiétant. Quand une planète errante passe très exactement entre nous et une étoile bien plus lointaine, sa masse courbe l'espace autour d'elle et dévie la lumière de cette étoile, la concentrant comme une lentille grossière et déformée. Pendant quelques heures ou quelques jours, l'étoile d'arrière-plan semble s'éclaircir, puis elle retrouve son éclat normal quand l'intruse s'éloigne. La planète, elle, reste totalement invisible du début à la fin. On ne la voit jamais. On voit seulement ce que sa masse fait à la lumière de quelqu'un d'autre. Comme on devine qu'une personne a traversé une pièce sombre parce qu'elle a brièvement masqué la flamme d'une bougie posée contre le mur du fond. Cette technique s'appelle la micro-lentille gravitationnelle. Et pendant des années, elle nous a offert des demi-réponses frustrantes. On savait qu'une masse était passée devant une étoile lointaine. On mesurait la montée, puis la baisse de la lumière. Mais on ne pouvait pas dire quelle était cette masse, parce qu'un petit objet proche courbe la lumière presque exactement comme un gros objet éloigné. Les deux possibilités se confondent dans un signal unique et ambigu. Chaque candidate arrivait donc avec un haussement d'épaule attaché. Quelque chose était là, impossible de dire quoi, ni de quelle taille, ni à quelle distance. Une détection qui refusait de devenir une mesure. Ce haussement d'épaule a fini par prendre fin. Il a suffi de regarder le même événement depuis deux endroits différents en même temps. Des télescopes au sol ont suivi le brusque éclaircissement d'une étoile lointaine, pendant qu'un observatoire spatial, posté très loin de la Terre, observait rigoureusement le même phénomène sous un angle légèrement différent et enregistrait son maximum avec un décalage de près de 2 heures. Ce petit écart, ce léger changement de perspective, c'est exactement l'astuce qu'utilisent vos deux yeux pour évaluer les distances. Chacun voit le monde depuis une position un peu différente, et votre cerveau compare les deux images pour en déduire la profondeur. Avec deux points de vue séparés non par quelques centimètres, mais par des millions de kilomètres, l'ambiguïté s'effondre enfin. Les chiffres sont sortis nets. L'objet se trouve à environ 9800 années-lumière, soit près des 2/3 du chemin vers le centre de la galaxie.
Sa masse avoisine celle de Saturne. Pour la première fois dans l'histoire, une planète errante n'était plus une supposition. Elle avait une masse mesurée et une distance mesurée. Un monde réel, pesé et situé, dérivant seul dans le noir, inscrit dans nos catalogues, non plus comme un peut-être, mais comme un fait. Et sa masse nous dit d'où elle vient. Elle est trop légère pour s'être formée comme se forment les étoiles, par effondrement direct d'un nuage de gaz sur lui-même. Ce chemin-là exige beaucoup plus de matière. Un objet de cette taille s'est presque certainement construit de l'autre manière, celle des planètes, dans un disque plat de gaz et de poussière, tournant autour d'une jeune étoile. Ce qui veut dire qu'elle a eu un foyer, elle a eu un soleil, et elle a été chassée. C'est cette partie-là qui reste dans la gorge. La plupart des planètes errantes ne sont pas nées seules. Elles ont été exilées. Dans le désordre d'un système planétaire jeune, où plusieurs mondes se disputent des orbites encore instables, les mathématiques de la gravité ne sont pas tendres. Chaque passage rapproché est un tiraillement. Il suffit d'une rencontre un peu trop serrée entre deux planètes pour que l'une projette l'autre vers l'extérieur à une vitesse formidable, l'arrachant définitivement à son étoile. C'est exactement la même physique que nous utilisons pour lancer nos sondes vers les planètes lointaines, en les faisant frôler Jupiter pour gagner de la vitesse. Sauf qu'ici, la manœuvre devient une condamnation à l'exil. La planète ne meurt pas au moment de l'éjection. Elle part, simplement. Puis, elle continue de partir, tombant vers l'extérieur dans une nuit sans plancher et sans mur du fond, emportant avec elle la chaleur de sa naissance, qu'elle perd lentement, pendant des milliards d'années, jusqu'à devenir aussi froide que le vide qui l'entoure. Combien y en a-t-il? Nous comptons encore, mais les premières estimations donnent le vertige. Il pourrait y avoir dans la galaxie plus de planètes errantes que de planètes attachées à une étoile, plus de mondes en fuite que de mondes chez eux. Une population immense, sombre, presque entièrement inaperçue, que nous commençons tout juste à entrevoir par ces rares clignements de lumière courbés. Un télescope spatial conçu précisément pour ce travail doit être lancé dans les prochaines années, et l'on s'attend à ce qu'il en découvre des centaines dès son premier relevé, transformant une poignée d'exilés connus en véritable recensement. Mais la plus étrange de toutes ne correspond pas du tout à cette image de solitude figée. Il existe, à environ 620 années-lumière d'ici, un objet libre, sans étoile, dont la masse vaut plusieurs fois celle de Jupiter, et qui est extraordinairement jeune, 1 ou 2 millions d'années. Pour un monde dont l'âge se compte d'ordinaire en milliards, c'est un nouveau-né. Le nôtre a plus de 4 milliards d'années. Celui-là sort à peine du berceau. Et il mange. Des astronomes l'ont vu s'illuminer, et les observations qui ont suivi ont confirmé ce qui se passait. La planète est entourée d'un disque de gaz et de poussière, un reste de sa propre formation, et cette matière lui tombe dessus. Au plus fort de l'épisode, elle avalait environ 6 milliards de tonnes de matière chaque seconde. 6 milliards de tonnes, chaque seconde, plusieurs fois plus vite que quelques mois auparavant. C'est la croissance la plus violente jamais mesurée pour une planète, où que ce soit. De puissants champs magnétiques semblent canaliser le gaz et le précipiter en filet vers sa surface, exactement comme le font les jeunes étoiles. Là où la matière s'écrase, elle chauffe la planète jusqu'à créer un point brûlant et lumineux. On a même détecté de la vapeur d'eau dans le gaz qui tourbillonne vers elle. C'est un monde sans domicile. Aucune étoile pour l'éclairer, aucun soleil pour le retenir, aucune orbite à revendiquer. Et pourtant, il fait ce que nous croyons réservé aux étoiles naissantes. Il se gave dans l'obscurité. Il grossit à chaque seconde. Il se construit tout seul, à partir du froid, sans que rien ne le réchauffe de l'extérieur. Là, en ce moment, dans le noir entre les étoiles, un monde sans ciel est en train de se nourrir. Et si une planète peut dériver sans soleil et continuer malgré tout de croître, de briller, de changer d'heure en heure, alors la frontière entre un système vivant et un système mort est bien plus floue que nous aimons le croire. Il y a autre chose qui traverse le vide, et celle-là nous est déjà passée sous le nez. En 2017, un télescope hawaïen a repéré un point de lumière qui se déplaçait trop vite, beaucoup trop vite. Sa trajectoire n'était pas une ellipse refermée sur le Soleil, comme celle des comètes ordinaires. C'était une hyperbole, une courbe ouverte, le genre de chemin que prend un objet qui arrive de nulle part et qui repart pour toujours. Il ne venait pas de notre système.
Il ne faisait que passer. Il était petit, allongé, rougeâtre, et il tournait sur lui-même de façon chaotique, comme une bouteille lancée en l'air. Nous n'avons eu que quelques semaines pour l'observer, avant qu'il ne redevienne trop sombre. 2 ans plus tard, un second visiteur est arrivé, une vraie comète interstellaire celle-là, avec sa chevelure de gaz et sa queue de poussière, chargée d'une chimie qui n'était pas tout à fait la nôtre. Puis, en 2025, un troisième, plus grand et plus ancien encore, a traversé notre voisinage et a été suivi par presque tous les instruments disponibles. 3 en moins de 10 ans, ce qui signifie que ce trafic n'a rien d'exceptionnel. Nous ne les remarquions simplement pas. Réfléchissez à ce que sont ces objets. Ce sont des fragments arrachés à d'autres systèmes planétaires, des morceaux d'un chantier lointain, éjectés il y a peut-être des centaines de millions d'années par le même genre de bousculade gravitationnelle qui produit les planètes errantes et qui dérive depuis dans le noir. Ils ont traversé des espaces que nous ne franchirons jamais. Ils portent la chimie d'un endroit dont nous ne connaissons même pas le nom. Et l'un d'eux, un jour, est passé assez près de nous pour être vu. Un morceau de monde étranger, entré par une porte, ressorti par l'autre, sans ralentir. Ce que nous ne saurons jamais, c'est de quoi il était le reste. D'une comète bien tranquille chassée par le passage d'une étoile voisine, ou d'un monde brisé, d'une planète qui a fini en gravat et dont les débris se sont éparpillés vers toutes les directions du ciel. Le messager est là. Le message est effacé. Car il existe des endroits où les mondes ne sont pas seulement éjectés. Ils sont dévorés. Et le coupable, cette fois, est l'étoile elle-même. Une naine blanche, c'est ce que devient une étoile comme notre Soleil lorsqu'elle finit par épuiser son carburant. Elle expulse doucement ses couches externes qui s'en vont en une bulle brillante et ce qui reste est le cœur mis à nu, écrasé par sa propre gravité jusqu'à ne plus faire que la taille de la Terre, tout en conservant une grande partie de la masse d'un Soleil. La densité qui en résulte est presque impossible à se représenter. Une cuillère à café de cette matière pèserait autant qu'un camion chargé. Il n'y a plus aucune fusion à l'intérieur. Plus rien ne brûle. L'objet est simplement blanc et brûlant au début, par la chaleur résiduelle de sa vie passée. Puis il refroidit, très lentement, sur des milliards et des milliards d'années. Une braise dense abandonnée après l'extinction du feu. Pendant longtemps, nous avons vu ces astres comme des fins propres. L'étoile n'a plus de combustible. Elle se dépouille, son cœur refroidit, l'histoire se referme. Une mort bien rangée. Puis nous avons regardé leurs atmosphères de plus près, et nous y avons trouvé quelque chose qui n'avait absolument rien à y faire, du métal. La surface d'une naine blanche devrait être d'une pureté presque parfaite. De l'hydrogène ou de l'hélium, les éléments les plus légers flottant au sommet. La gravité y est si brutale que tout ce qui est plus lourd doit couler hors de vue presque immédiatement. Le fer, le magnésium, le silicium, le calcium, toute la matière dont sont faites les roches et les métaux devrait plonger sous la surface visible et disparaître, parfois en quelques jours, parfois en quelques dizaines de milliers d'années, ce qui, à l'échelle d'une étoile, est un clignement de paupières. Alors quand on pointe un spectrographe vers une naine blanche et qu'on voit ces éléments lourds parfaitement présents dans son atmosphère, en train d'absorber leur couleur caractéristique dans la lumière, il n'existe qu'une seule explication possible. Ils sont frais. Ils tombent maintenant, pendant que nous regardons. Quelque chose livre de la roche à la surface de cette étoile morte, plus vite que sa propre gravité ne parvient à l'enfouir. Ce quelque chose est une planète, ou plutôt ce qu'il en reste. Le mécanisme est méthodique et sans pitié. Une naine blanche conserve l'essentiel de la gravité qu'elle avait de son vivant, puisqu'elle a gardé l'essentiel de sa masse. Les mondes qui tournaient autour de l'étoile vivante sont, pour beaucoup, encore là. Mais le système est devenu instable. Pendant l'agonie de l'étoile, quand elle a gonflé en géante rouge, puis expulsé ses couches et perdu de la masse, l'équilibre gravitationnel s'est déplacé, et des orbites stables depuis des milliards d'années ont commencé à dériver. Un monde survivant, ou un astéroïde, ou le reste d'une planète autrefois tiède, finit par se retrouver sur un chemin qui l'amène trop près du petit cadavre compact au centre. Et à cette distance, les forces de marée sont impitoyables. La gravité qui tire sur la face proche est tellement plus forte que celle qui tire sur la face opposée que la différence déchire le monde. Il n'est pas avalé d'un coup. Il est étiré, fissuré, puis démonté en un anneau de débris qui tourne de plus en plus vite
se broie contre lui-même et finit par pleuvoir sur la surface de l'étoile morte, élément par élément. Une autopsie chimique, lisible depuis des années-lumière. Il existe des situations plus étranges encore. Autour de certains résidus stellaires extrêmes, ces cœurs ultra-denses, en rotation rapide, qui balaient l'espace d'un faisceau régulier comme un phare, on a détecté des planètes. Les toutes premières jamais découvertes hors de notre système, avant même celles qui tournent autour d'étoiles ordinaires, se trouvaient là, baignées en permanence, dans un rayonnement qui stériliserait n'importe quelle surface, en orbite autour de ce qui reste d'une étoile qui a explosé. Personne ne sait vraiment ce qu'elles font là. Ont-elles survécu à la catastrophe, ce qui paraît à peine croyable, ou se sont-elles formées après, à partir de ces débris, comme des maisons rebâties sur des cendres encore chaudes? Dans les deux cas, cela veut dire que des mondes peuvent naître dans les endroits les plus hostiles que l'univers sache produire. Et ce n'est pas un accident rare, sur lequel nous serions tombés une fois par chance. Près de la moitié de toutes les naines blanches examinées présentent cette pollution métallique. La moitié. Ce qui signifie que, dispersés dans la Voie lactée, nous avons déjà catalogué des dizaines de millions de systèmes planétaires morts, chacun tachant discrètement son étoile, avec la poussière des mondes qu'il réchauffait autrefois. Chacune de ces taches est une planète qui n'existe plus, inscrite dans l'atmosphère de la chose qui l'a détruite. Il y a des cas où l'on assiste au crime en direct. Autour de certaines de ces étoiles mortes, la luminosité chute de façon irrégulière, chaotique, avec des creux profonds qui changent de forme d'une semaine à l'autre. Ce ne sont pas des transits de planètes, qui seraient réguliers et identiques. Ce sont des nuages de poussière et de gravats, des fragments en train de se désintégrer sur leur orbite, laissant derrière eux des traînées comme des comètes. Un monde en cours de démolition, filmé à distance. Et puis il y a ce vieux cadavre, à 145 années-lumière de nous, qui pousse cette histoire à sa limite. Il refroidit depuis environ 3 milliards d'années. Selon toute logique, son système planétaire aurait dû devenir silencieux depuis des lustres, les débris balayés ou dispersés, le repas terminé, les comptes clos. Au lieu de cela, en lisant sa lumière, on y a trouvé 13 éléments lourds distincts. Du fer, du nickel, du magnésium, du silicium, du calcium et même du strontium, assez rares pour que ce soit à peine la 5e étoile de ce type à en montrer. 13 éléments. L'atmosphère la plus polluée jamais observée pour ce genre d'astre. Et le strontium est la pièce à conviction décisive, parce qu'il disparaît de la vue en 35 000 ans environ, ce qui, à ces échelles, n'est rien du tout. La pollution est donc actuelle. Elle a lieu maintenant. Cette braise de 3 milliards d'années est en train de se nourrir des restes d'un monde détruit aujourd'hui, à cette seconde, pendant que vous écoutez. La chimie de ces 13 éléments raconte ce qu'elle mange. Elle indique un corps rocheux massif et différencié, avec un gros noyau de fer dense, globalement comparable à la Terre dans sa composition. Autrement dit, une vraie planète, pas une comète égarée, pas un bloc de glace, un monde. Quelque part, il y a quelques millions d'années, une poussée gravitationnelle, peut-être le tiraillement d'une autre planète survivante, peut-être le passage lointain d'une étoile voisine, l'a envoyé en spirale vers l'intérieur. Les marées l'ont mise en pièces, et son noyau de fer se dissout encore, aujourd'hui, dans le cadavre de son propre soleil. Il y a dans tout cela un miroir, et c'est la partie de cette histoire dont on ne se débarrasse pas facilement une fois qu'on l'a vue. Dans environ 5 milliards d'années, notre propre soleil épuisera son hydrogène. Il gonflera en géante rouge, assez grande pour engloutir entièrement les planètes les plus proches et carboniser ce qu'il ne dévorera pas. Puis il expulsera ses couches externes dans l'espace, et il s'effondrera pour devenir exactement cela. Une naine blanche, une braise de la taille de la Terre, refroidissant dans le noir, conservant la gravité de l'étoile qui a donné à tout ce système sa chaleur, sa lumière et ses matins, réduite à un charbon terne qui s'éteint. Les planètes qui survivront à cette étape, ou les gravats de celles qui n'y survivront pas, dériveront. Les orbites se déstabiliseront à mesure que le Soleil mourant perdra de la masse. Et un jour très lointain, que personne ne verra, les atomes de la Terre elle-même, le fer de son noyau, le silicium de ses montagnes, le calcium qui fut un jour enfermé dans des eaux et des coquillages, pourraient tomber en spirale et se déposer sur la surface du Soleil mort, sous la forme d'une fine tache chimique. Une notice nécrologique pour notre monde entier,
écrite en métal, sur le cadavre de l'étoile que nous tournons autour. Mais tous les mondes morts n'ont pas besoin d'attendre des milliards d'années que leur étoile s'éteigne pour livrer leurs secrets. Certains portent la preuve de leur propre fin juste sous la surface, scellés, immobiles, sur une planète assez proche pour que nous l'ayons déjà touchée. En ce moment, sur Mars, à l'intérieur d'un robot de la taille d'une petite voiture, il y a un tube métallique fermé, à peu près long comme un bâton de craie. Il contient une carotte de roche, prélevée en 2024, dans le lit asséché d'une ancienne rivière. Et cette roche porte un motif qui, si vous le trouviez ici, sur Terre, dans un marécage ou au fond d'un lac, vous ferait dire sans même y réfléchir qu'il s'agit d'une trace laissée par le vivant. La pierre a une forme de pointe de flèche, elle mesure environ 1 mètre de long et elle reposait au milieu d'une vallée fluviale desséchée, à l'intérieur d'un ancien cratère qui fut autrefois un lac. Le rover l'a repéré pendant sa longue traversée, a promené ses instruments sur sa surface, et les mesures qui sont revenues étaient assez inhabituelles pour que toute l'équipe scientifique s'arrête et regarde de plus près. Puis, encore de plus près. Ce qu'ils ont vu en gros plan, ce sont des taches. De petits points sombres, surnommés graines de pavot, dispersés dans la roche, et des anneaux plus pâles et plus larges, avec un centre décoloré et un bord plus foncé, comme des taches de léopard. Ce ne sont pas des motifs décoratifs. Sur Terre, des figures exactement semblables se forment à ce que les géologues appellent des fronts de réaction. Ce sont les frontières où 2 environnements chimiques se rencontrent, où des minéraux précipitent le long de la couture, là où la chimie de la roche est en train de changer activement. Et les minéraux qui ont précipité ici, dans ces points et ces anneaux, sont précisément ceux qui ont fait taire la salle. Le premier est un phosphate de fer hydraté. Sur Terre, on le trouve encore et encore dans les sédiments, dans les tourbières, autour d'ossements enfouis, dans la vase du fond des lacs, exactement dans les endroits où de la matière organique s'est décomposée et a réagi avec le fer de la boue. Le second est un sulfure de fer, et c'est celui qui compte le plus, parce que certains microbes terrestres le fabriquent directement. Ils construisent de minuscules cristaux de ce minéral à l'intérieur et autour d'eux, comme un déchet de leur mode de vie. Ils tirent leur énergie du fer et du soufre, à peu près comme vous tirez la vôtre de l'oxygène et de la nourriture. Mettez ces 2 minéraux ensemble, disposés comme ils le sont dans cette roche, et vous obtenez quelque chose qui ressemble à une signature de manuel. Un organisme qui respire le fer et le soufre, qui utilise le carbone organique de la vase comme repas et laisse ses minéraux derrière lui, produirait exactement ce motif. Le phosphate dans les bords et dans les petits points sombres, le sulfure au cœur des taches de léopard. Des zones blanchies, là où le fer rouillé, oxydé, a été chimiquement retiré et reconstruit en quelque chose de plus pâle. La roche a l'apparence, en tout point, du résidu d'un repas pris il y a des milliards d'années. L'échappement chimique de quelque chose qui, un jour, sur le fond d'un lac martien, a eu faim. L'équipe qui a mené l'analyse a été prudente, et cette prudence est tout le sujet. Le premier auteur de l'étude a affronté directement l'objection évidente, parce que c'est ce que fait la bonne science avec ses propres résultats les plus excitants. Est-ce que cela pourrait se former sans le vivant? Des réactions entre une boue riche en fer et de la matière organique peuvent, dans certaines conditions, se produire seules, à condition d'avoir assez de chaleur ou un acide assez fort. Alors ils ont cherché les traces de ces conditions. Ils ont examiné la roche à la recherche des cicatrices caractéristiques d'une température élevée ou d'une attaque acide, les empreintes que l'explication non biologique aurait dû laisser derrière elle. Ils ne les ont pas trouvées. Cela ne prouve pas la présence passée du vivant. Il est essentiel d'être exact sur ce point. Cela ne prouve rien, mais cela ferme discrètement la porte de sortie la plus commode, celle qui aurait permis à tout le monde de se détendre. Le chemin sans vie le plus simple vers ces minéraux semble bloqué. Après plus d'1 an d'examen intensif et de relecture par les pairs, les résultats ont été publiés en 2025 avec une précision de vocabulaire remarquable. Personne n'a annoncé la découverte de la vie sur Mars. On a dit que l'échantillon contenait une biosignature potentielle, la plus solide que cette mission ait jamais produite en toutes ces années sur la planète. Un motif qui pourrait avoir une origine biologique, mais qu'il est impossible de confirmer dans un sens ou dans l'autre depuis l'endroit où il se trouve.
Prenez un instant pour ce mot, potentiel. C'est peut-être la formule la plus chargée de toute la science planétaire moderne, et la retenue qu'elle contient est l'histoire entière. Donc la réponse est enfermée dans le tube. Et le tube est sur Mars. C'est la partie la plus cruelle de toute cette situation. Et plus on y pense, plus elle empire. Nous détenons peut-être en ce moment même la meilleure preuve physique jamais recueillie que la vie a existé sur un second monde. Et nous ne pouvons pas la lire. Les instruments boulonnés sur le rover sont extraordinaires, les plus fines machines jamais envoyées sur une autre planète. Mais ce ne sont pas les instruments qu'il faut pour trancher une question de cette taille et de cette permanence. Pour cela, il faut la roche elle-même, dans un laboratoire terrestre, sous des appareils trop lourds, trop délicats et trop gourmands en énergie pour être un jour lancés dans l'espace, manipulés par des équipes qui pourront la tester de 100 façons différentes, puis se disputer sur les résultats pendant des années. Ramener ces tubes est la partie difficile, et cela ne se passe pas bien. Le plan de récupération s'est enlisé dans les dépassements de budget, les problèmes d'ingénierie et les calendriers qui glissent. Tout a été repoussé et redessiné plusieurs fois. L'estimation la plus honnête aujourd'hui, c'est que la réponse n'arrivera pas avant la fin des années 30. Si elle arrive, ce qui veut dire qu'une génération entière de scientifiques passera peut-être toute sa vie professionnelle en sachant que la réponse existe, scellée dans un cylindre posé sur une autre planète, sans jamais avoir la chance de l'ouvrir elle-même. Il y a quelque chose de presque insupportable dans cette image, si vous vous autorisez à la voir. Un petit tube de métal posé dans l'air froid et rare d'un monde mort, dans le silence couleur de rouille d'un lac disparu, contenant peut-être le second échantillon de vie jamais trouvé dans l'univers, intact, scellé, en attente. Pendant que les gens qui veulent savoir plus, qu'ils n'ont jamais rien voulu, se tiennent à des centaines de millions de kilomètres, les mains ouvertes et vides. Et le monde sur lequel ce tube est posé n'a pas toujours été ainsi. La vallée d'où vient cette roche était une vraie rivière, avec de l'eau qui coulait sous un vrai ciel. Ce qui veut dire que Mars, avant de devenir l'endroit glacé où nous envoyons des robots fouiller sa tombe, était tout autre chose. Pour comprendre le tube, il faut d'abord comprendre comment la planète autour est morte. Mars porte un secret écrit sur toute sa surface, et il est si grand que pendant longtemps personne ne l'a vu comme un seul fait. La planète a deux visages, pas au sens figuré, physiquement. La moitié nord et la moitié sud sont deux mondes profondément différents, portant le même nom, séparés par une frontière que l'on peut suivre presque tout autour du globe. Allez au nord et vous trouvez des plaines lisses et basses, plates, géologiquement jeunes, peu cratérisées, situées plusieurs kilomètres sous l'altitude moyenne de la planète. On dirait une surface refaite, nettoyée de l'histoire profonde qui devrait s'y trouver. Allez au sud et tout change. Le terrain s'élève en hautes terres anciennes et martelées, criblées de cratères, marquées par des milliards d'années d'impact que rien n'a jamais effacé, culminant des kilomètres au-dessus des plaines du nord. Et la limite entre les deux est étonnamment nette pour quelque chose d'aussi vaste. C'est l'une des plus grandes structures individuelles de tout le système solaire, et la question qu'elle pose est simple à formuler et brutalement difficile à résoudre. Pourquoi une même planète aurait-elle deux moitiés aussi différentes, séparées aussi proprement, l'une jeune, basse et lisse, l'autre ancienne, haute et déchirée? Quelque chose est arrivé à Mars, tôt et à très grande échelle. Quelque chose qui a plongé la main dans la planète et refait la moitié de son visage. Et la cicatrice de cet événement, c'est la surface elle-même. Deux explications se disputent la place, et le débat s'est durci plutôt qu'apaisé ces dernières années. La première est une violence venue de l'extérieur. Un impact colossal, un corps peut-être de la taille d'une grosse lune, aurait frappé l'hémisphère nord en oblique, très tôt, alors que la planète était encore jeune et molle. Le choc aurait arraché une immense portion de la croûte septentrionale, creusant les plaines et laissant derrière lui le plus grand bassin d'impact du système solaire. Une blessure couvrant presque la moitié d'un monde. Un seul coup, et une planète réorganisée en un après-midi. La seconde est une violence venue de l'intérieur. Dans cette version, rien n'a jamais heurté Mars. Le problème est né de ses propres entrailles. En se refroidissant, la jeune planète brassait son manteau par convection, et ce brassage est devenu déséquilibré, plus chaud et plus vigoureux sous un hémisphère que sous l'autre. Sur des millions d'années, cette circulation asymétrique
aurait épaissi la croûte d'un côté et aminci l'autre, sculptant la dichotomie par en dessous, patiemment, sans le moindre instant dramatique. Une planète qui a développé deux visages parce que son propre cœur n'a jamais battu régulièrement. Les deux récits expliquent la forme observée. Aucun n'a définitivement gagné. Et chaque nouvelle mesure de la croûte, chaque nouveau modèle de manteau, ajoute une ride au problème au lieu de le refermer. Mais il existe sur Mars une seconde asymétrie, et c'est peut-être la plus hantée des deux. Mars a un magnétisme inégal. La planète, aujourd'hui, n'a aucun champ magnétique global. Aucun. Elle est nue face à l'espace, sans bouclier, exposée. Pourtant, les roches se souviennent d'une époque où ce n'était pas le cas. Verrouillées dans les parties les plus anciennes de la croûte, surtout à travers les vieilles hautes terres du Sud, se trouve un magnétisme fossile. L'empreinte gelée d'un champ qui a existé, puis s'est éteint. Quand certaines roches refroidissent sous une température critique, en présence d'un champ magnétique, elles enregistrent définitivement sa direction, comme une aiguille de boussole figée dans du verre au moment où le verre durcit. La croûte martienne porte cette aiguille figée, préservée d'un champ global qui s'est arrêté il y a extrêmement longtemps. Et l'intensité de ce magnétisme fossile est frappante. Par endroits, ces roches sont plus fortement aimantées que presque tout ce que l'on trouve sur Terre. Le champ qui les a marquées n'était pas un souffle timide, c'était une vraie armure. L'histoire que racontent ces roches est celle-ci. Au début de sa vie, Mars possédait un noyau brassé, fondu, électriquement actif. Le mouvement de ce métal liquide engendrait un bouclier magnétique global, comme celui qui enveloppe la Terre en ce moment même. Ce bouclier martien entourait la planète entière et déviait les particules chargées qui s'échappaient du jeune Soleil, maintenant le danger à distance. Puis, il y a environ 3,9 milliards d'années, il a échoué. Le noyau a refroidi, le brassage s'est ralenti. La dynamo qui alimentait le champ s'est affaiblie, puis s'est arrêtée. Et le bouclier s'est simplement dissipé, ne laissant que ses traces fossiles dans les roches les plus vieilles. Pourquoi celui de Mars a échoué là où celui de la Terre a tenu tient probablement à un fait têtu, la taille. Mars est petite, environ la moitié du diamètre de la Terre et 1/10 de sa masse. Les petits mondes refroidissent plus vite que les grands. Une planète plus petite offre davantage de surface par rapport à son volume, donc elle rayonne sa chaleur interne plus rapidement, comme une petite tasse de café refroidie bien avant une grande théière. Le feu au centre de Mars s'est réduit à des braises pendant que celui de la Terre continuait de rugir. Et quand ce feu intérieur affaiblit, la dynamo est morte, et le bouclier est parti avec elle. La protection de la planète a échoué parce que la planète était trop petite pour garder son propre cœur chaud. Ce qui arrive à un monde après la chute de son bouclier n'a rien de soudain. Il n'y a pas d'explosion, pas de changement qu'on aurait pu observer. C'est lent, patient et presque doux dans sa cruauté. Cela se déroule sur des durées plus longues que toute l'histoire de la vie sur Terre. C'est une planète qui apprend, molécule après molécule, à étouffer. Le jour où le champ magnétique martien s'est éteint, rien de spectaculaire ne s'est produit. Le soleil s'est levé sur le paysage rouge exactement comme la veille. Les rivières, s'il en coulait encore, ont continué de couler. Mais quelque chose de fondamental avait changé, de façon invisible. À partir de cet instant, la planète avait commencé à mourir. L'agonie a simplement été si longue qu'aucun être vivant, s'il y en avait, n'aurait jamais pu s'en apercevoir. Le tueur était le vent solaire. Le soleil ne fait pas qu'émettre de la lumière. Il expulse en permanence un flot de particules chargées, un vent chaud et ténu de protons et d'électrons qui soufflent vers l'extérieur à travers tout le système solaire à des centaines de kilomètres par seconde, sans jamais s'arrêter, sans jamais se reposer. La Terre est protégée de ce vent par son champ magnétique, qui attrape le courant et le fait contourner la planète comme un rocher dans une rivière fend le flot et l'envoie de chaque côté. Mars, une fois son bouclier mort, n'avait plus rien pour faire cela. Le vent frappait directement le sommet de son atmosphère, à pleine puissance, chaque seconde de chaque jour. Et il a commencé à emporter l'air, molécule par molécule. Nous ne le supposons pas, nous l'avons regardé faire. Une sonde placée en orbite autour de Mars a été conçue exactement pour cela, mesurer les particules qui s'échappent par le haut de l'atmosphère. Elle a assisté à des tempêtes solaires en direct, elle a vu le taux de fuite bondir pendant les épisodes violents, elle a compté les atomes qui partent.
La perte quotidienne est dérisoire à l'échelle humaine. Quelques centaines de grammes par seconde, parfois quelques kilos. Vous ne le sentiriez jamais. Vous ne pourriez pas le mesurer depuis le sol au cours d'une vie, ni de 1000 vies. Mais l'espace ne manque de rien, autant qu'il ne manque pas de temps. Et le vent n'a jamais cessé de souffler. Sur des centaines de millions d'années, l'atmosphère de Mars a été emportée dans le noir, s'amincissant régulièrement, implacablement, jusqu'à ce que l'air épais qui enveloppait la planète entière ne soit plus que le voile ténu qui subsiste aujourd'hui. La pression au sol y est désormais inférieure à 1% de celle que vous ressentez ici. L'air est essentiellement parti. Et à mesure que l'air s'amincissait, l'eau a suivi. Avec moins d'atmosphère pour maintenir la pression et retenir la chaleur, l'eau liquide à la surface est devenue impossible. Elle ne peut pas rester liquide dans un quasi-vide. Elle a gelé dans le sol et dans les calottes, ou bien elle s'est évaporée et a été perdue dans l'espace avec le reste, arrachée par le même vent patient. Une planète qui se vide de son sang si lentement que l'hémorragie elle-même était invisible, sans être moins fatale pour autant. Il n'y a jamais eu de crise. Il y a seulement eu le long drainage silencieux et irréversible d'un monde. Et cette eau perdue a laissé une signature, exactement comme un corps laisse une trace de son passage. L'eau est faite d'hydrogène et d'oxygène, mais une petite fraction des atomes d'hydrogène est une version plus lourde, portant un neutron supplémentaire. Quand l'eau est brisée en haut de l'atmosphère et que l'hydrogène s'échappe, la version légère file plus facilement que la version lourde parce qu'elle est plus rapide et plus difficile à retenir. Alors la version lourde s'accumule dans ce qui reste. Dans l'eau martienne actuelle, celle qui est piégée dans la glace et dans les minéraux, cette version lourde est 5 à 6 fois plus abondante que dans l'eau des océans terrestres. Ce déséquilibre est le reçu de la perte. Il indique qu'une immense quantité d'eau a existé sur Mars et s'en est allée. Assez pour couvrir la planète entière d'un océan de plusieurs dizaines de mètres de profondeur, et probablement bien davantage, concentré dans un vaste bassin du Nord. Nous savons que Mars a eu cette eau. Ce n'est pas de l'espoir, ce sont des reçus, écrits directement dans la roche et lus à voix haute par un robot qui n'a fait que ça pendant plus d'une décennie. Un rover a atterri en 2012 dans un grand cratère et travaille là-bas depuis, creusant les couches, goûtant leur chimie, photographiant leur structure. Ce qu'il a trouvé, couche après couche après couche, est la signature indiscutable de l'eau. Pas une crue passagère, pas une seule saison humide. Il a prouvé que ce cratère fut un lac, un vrai plan d'eau stable, avec un fond et un rivage, et que ce lac a persisté, se remplissant, s'asséchant, se remplissant à nouveau, pendant une durée stupéfiante. Les argiles, les sulfates, la stratification, tout indique de l'eau liquide en surface, pendant quelque chose de l'ordre de 700 millions d'années. Arrêtez-vous sur ce chiffre, parce qu'il est facile de le laisser glisser comme un grand nombre parmi d'autres. 700 millions d'années d'eau liquide. Pour vous donner une échelle que vous pouvez réellement ressentir, la vie animale complexe existe sur Terre depuis moins de 600 millions d'années. Tout ce que vous appelez un animal, chaque poisson, chaque insecte, chaque dinosaure, chaque oiseau, chaque mammifère, tout ce défilé visible tient à l'intérieur d'une fenêtre plus courte que celle pendant laquelle Mars a tenu de l'eau à sa surface. Et les conditions n'y étaient pas marginales. L'eau était là. La chimie était bonne, avec dans la vase tous les éléments dont le vivant est fait. Il y avait des lits de rivières, des lits de lacs, des deltas là où les cours d'eau se déversaient dans des étendues calmes, et ces argiles particulières qui ne se forment que dans une humidité durable. Le même rover a même trouvé des molécules organiques préservées dans des roches vieilles de milliards d'années, et des variations chimiques saisonnières dans l'air actuel dont nous ne savons toujours pas expliquer proprement l'origine. Vue avec les moyens dont nous disposons, la Mars primitive n'était pas le désert gelé couleur de rouille d'aujourd'hui. C'était un monde avec des rivières, des lacs et un ciel protecteur, installé dans le même jeune système solaire que la Terre, fait des mêmes matériaux, réchauffé par le même soleil. Et c'est là que cette partie de l'histoire devient difficile à poser. Mars et la Terre ont commencé presque au même moment, à partir presque de la même matière. Deux voisines, avec de l'eau liquide, une atmosphère protectrice et tous les ingrédients de base, disposant de la même occasion, au même instant, au même endroit. L'une des deux fonctionne encore. Vous vivez à l'intérieur du résultat. Vous respirez le résultat. L'autre a étouffé.
Son bouclier est tombé. Son air s'est envolé. Son eau a gelé et disparu. Et ce qui fut un monde d'apparence vivante, avec des fleuves, des lacs et de la météo, est devenu le désert froid et sec où nous envoyons des machines fouiller sa tombe. La différence la plus claire que nous puissions désigner avec un peu de confiance est la taille. Mars était plus petite. Elle a refroidi plus vite. Son feu intérieur s'est éteint plus tôt, et le bouclier est mort avec lui. Sur cette seule différence, 2 planètes voisines ont pris 2 chemins opposés. L'une vers nous, l'autre vers le silence. Mars est un avertissement sur ce que la simple proximité d'une étoile ne garantira jamais. Elle se trouvait carrément dans la zone confortable, à l'endroit où l'eau peut être liquide, et elle est morte quand même. Parce qu'être au bon endroit n'est pas du tout la même chose que rester en vie. Mais Mars a eu au moins un soleil doux, une étoile calme et régulière qui a pris son temps. Il existe une autre planète, encore plus proche de nous, qui a connu un échec d'un genre totalement différent. Elle n'a pas été lentement épluchée par un astre furieux. Elle n'a pas non plus étouffé silencieusement pendant des éternités. Elle s'est noyée dans son propre air. Vénus est ce que la Terre a de plus proche d'une véritable jumelle dans tout le système solaire. Mettez les 2 planètes côte à côte, et la ressemblance est troublante. Vénus fait environ 95% du diamètre terrestre, environ 80% de sa masse, bâtie à partir de la même roche et du même métal, formée dans la même région du même disque, au même moment, à partir de la même matière tourbillonnante. Si vous classiez les planètes uniquement d'après leurs caractéristiques de base, vous rangeriez la Terre et Vénus dans le même tiroir sans hésiter une seconde. Et pourtant, Vénus est aujourd'hui l'endroit le plus hostile du système solaire. Pire que les lunes sans air, pire que les mondes gelés de l'extérieur. La surface se tient autour de 460 degrés, assez chaude pour faire fondre le plomb, plus chaude que la face éclairée de Mercure, alors que Vénus est presque 2 fois plus loin du Soleil. L'air est presque entièrement du dioxyde de carbone, 90 fois plus lourd que l'atmosphère terrestre, pesant sur le sol avec la force que vous ressentiriez à 900 mètres sous l'océan. Les nuages ne sont pas faits d'eau, ils sont faits d'acide sulfurique. Rien de ce que nous avons posé sur cette surface n'a survécu plus de 2 heures. Les sondes qui ont réussi à s'y poser ont envoyé quelques images d'un paysage de dalles plates sous une lumière orange et lourde, et puis la chaleur, la pression et la corrosion les ont tuées, l'une après l'autre. 2 planètes presque identiques. L'une est le seul berceau de vie connu de l'univers, bleu, humide, respirant. L'autre est un four enveloppé d'acide. La question qui hante les planétologues depuis des décennies est de savoir si Vénus a toujours été ainsi, mauvaise dès la naissance, ou si elle a eu une jeunesse plus douce qui s'est terminée quelque part en chemin par une catastrophe lente. Les modèles climatiques penchent pour la jeunesse douce, et certains d'entre eux pointent vers quelque chose de franchement saisissant. Simuler la Vénus primitive avec sa rotation extrêmement lente et de hauts nuages réfléchissants qui ombragent la surface, et vous pouvez maintenir la planète tempérée. Vous pouvez garder de l'eau liquide qui s'accumule en mer et en haut fond, sous un ciel sous lequel on aurait pu se tenir debout, et pas pour un bref instant géologique. Certains de ces modèles suggèrent que Vénus a pu conserver des océans pendant 2 à 3 milliards d'années avant que la catastrophe n'arrive. Des milliards d'années de mer, de rivages, de pluie et de météo sur un monde que nous considérons aujourd'hui comme la définition même de l'enfer. Pendant la plus grande partie de l'existence de la Terre, sa jumelle d'à côté était peut-être elle aussi un monde d'eau. Si c'est vrai, alors Vénus n'était pas la mauvaise jumelle depuis la naissance. Elle était pleinement la jumelle de la Terre, plus longtemps que la vie complexe n'existe ici. Et puis quelque chose l'a fait basculer par-dessus un bord dont on ne revient pas. Le Soleil, comme toutes les étoiles, s'éclaircit lentement avec l'âge. La chaleur supplémentaire a commencé à évaporer les océans. Or, la vapeur d'eau qui monte dans l'air est elle-même un puissant gaz à effet de serre. Elle a donc piégé davantage de chaleur, ce qui a évaporé davantage d'océans, ce qui a piégé encore plus de chaleur. Un emballement qui se nourrit de lui-même, s'accélérant à chaque étape, rendant la suivante pire, jusqu'à ce que la dernière goutte d'eau de surface soit montée dans le ciel et que la planète se soit cuite elle-même pour devenir le four que nous trouvons aujourd'hui. Les mers n'ont pas seulement séché, elles ont été soulevées en bloc dans l'atmosphère, puis perdues.
Mais voici ce qui fait de Vénus le cas le plus étrange de toute cette archive de mondes morts. L'océan a disparu. Complètement, absolument. Il n'y a pas une seule goutte d'eau liquide nulle part sur Vénus, et il n'y en a pas eu depuis une durée immense. Et pourtant, aujourd'hui encore, nous pouvons voir la forme de l'endroit où il se trouvait. L'eau s'est évanouie, mais elle a laissé un contour. L'empreinte est dans l'air, et elle tient à un seul rapport de nombre. Quand une mission a mesuré, à la fin des années 70, la proportion d'hydrogène lourd par rapport à l'hydrogène ordinaire dans la maigre vapeur qui reste dans l'atmosphère vénusienne, le résultat a été extraordinaire. Vénus en contient environ 150 fois plus que la Terre. Ce n'est pas la signature d'une planète née sèche. Un monde qui n'aurait jamais eu d'eau n'aurait aucune raison de montrer un tel enrichissement. Cette proportion qui grimpe est la cicatrice chimique d'une quantité d'eau énorme qui était là et qui n'y est plus. Un océan entier échappé dans l'espace, un atome léger à la fois, laissant sa trace lourde suspendue dans un air empoisonné, pour que nous la trouvions des milliards d'années plus tard. Le tout premier article annonçant la mesure portait un titre d'une simplicité désarmante. Il disait simplement que Vénus avait été humide. Pesez ce que cela signifie. L'eau elle-même s'est volatilisée il y a une éternité. Il n'y a plus rien à voir directement. Aucun fond marin asséché que l'on puisse désigner avec certitude sous ces nuages écrasants. Pas de marais salant. Pas de rivage évident gravé dans la roche. Et pourtant l'absence a une forme. L'océan manquant a laissé une signature mesurable dans l'atmosphère même qui l'a remplacé et qui a contribué à le détruire. Une notice nécrologique écrite en isotope, suspendue en permanence au-dessus d'un monde mort. La mer est partie, mais le rapport de sa mort reste lisible pour qui sait lire l'air. Et c'est ce détail qui devrait changer votre façon de regarder le ciel nocturne, parce que nous savons désormais lire ce genre de signature à distance. Quand nous mesurons les atmosphères des planètes autour d'autres étoiles, en captant les faibles empreintes chimiques dans la lumière stellaire qui filtre à travers leur air, ce type de rapport est précisément ce que nos instruments apprennent à détecter. Ce qui veut dire que quelque part, autour d'une étoile lointaine et sans intérêt particulier, il y a peut-être un monde calciné et silencieux qui a possédé des océans. Et nous serons capables de lire le fantôme de sa mère disparue depuis des années-lumière, écrit dans le même hydrogène lourd, la même écriture chimique, le même procès-verbal discret d'une planète qui s'est noyée dans son propre ciel. Vénus nous apprend qu'un monde mort garde ses secrets dans son air, que l'absence elle-même se mesure, et de nouvelles sondes sont en préparation pour y retourner, plonger dans cette atmosphère, l'échantillonner en descendant et cartographier ce qui se cache sous les nuages, parce qu'il reste une possibilité troublante que personne n'ose écarter tout à fait. Il se pourrait que Vénus soit encore géologiquement vivante. On a détecté ce qui ressemble à des coulées de lave fraîches et à des évents volcaniques qui ont changé d'aspect entre deux passages de sondes séparés de quelques mois seulement. Un monde mort pour la vie, mais pas mort pour la géologie. Un cadavre dont le cœur bat encore. Cela dit, les morts les plus étranges ne sont pas celles qu'une étoile inflige lentement par la chaleur. Certaines sont bien plus rapides et bien plus violentes. Quand nous dressons nos listes de planètes susceptibles d'abriter la vie, ce sont toujours les mêmes types de mondes qui remontent en tête. Des planètes rocheuses, à peu près de la taille de la Terre, situées juste à la bonne distance de leur étoile pour que l'eau liquide soit possible. Les prometteuses, celles qui font les titres. Et quand on regarde de près où se trouvent réellement ces prometteuses, on tombe sur un fait discret et inconfortable que les titres évitent en général de mentionner. La plupart tournent autour de naines rouges. 3 étoiles sur 4 dans toute la galaxie sont des naines rouges. Elles sont petites, froides, faibles, bien moins massives et bien moins lumineuses que notre Soleil, et elles surpassent largement en nombre les étoiles comme la nôtre, qui ne représentent qu'environ 8% du total. Donc quand nous partons à la chasse au monde de type terrestre, la simple arithmétique nous pousse vers les systèmes de naines rouges avant même que nous ayons choisi. C'est là que sont les planètes, c'est là que vivent les nombres. Mais il y a un piège inscrit dans la nature même de ces étoiles, et il est sérieux. Une naine rouge est si froide et si faible que, pour qu'une planète soit assez chaude pour avoir de l'eau liquide, elle doit se blottir extrêmement près, bien plus près que Mercure ne l'est de notre Soleil. Elle doit se coller au feu pour ressentir la moindre chaleur. Or, se coller à une étoile,
même petite et pâle, est dangereux. Parce que les naines rouges ne sont pas douces. Elles sont violentes d'une façon dont notre soleil calme n'approche presque jamais. Elles éclatent. Elles sont magnétiquement agitées, brassées turbulemment sur toute leur épaisseur, et elles projettent sans prévenir d'énormes éruptions de rayonnement à haute énergie, des nappes de rayons X et d'ultraviolets qui jaillissent vers l'extérieur. Les pires de ces éruptions peuvent être des milliers de fois plus puissantes que ce que notre Soleil a jamais produit de plus fort. Et une planète située plus près que Mercure n'a nulle part où se cacher et aucun temps pour récupérer. Elle prend le souffle de plein fouet, encore et encore, pas de temps en temps, mais continuellement, pendant des milliards d'années. Prenez l'étoile la plus proche de nous après le Soleil, à un peu plus de 4 années-lumière. C'est une naine rouge, et elle possède une planète rocheuse dans sa zone tempérée. Le monde habitable le plus proche possible, celui vers lequel iraient nos premières sondes interstellaires si nous savions les construire. En 2019, cette étoile a produit une éruption si violente qu'elle a brièvement multiplié par des milliers son éclat en ultraviolet. Une seule bouffée, quelques secondes. Sur la planète voisine, une telle décharge frappe l'atmosphère comme un chalumeau. Et cette étoile fait cela régulièrement, depuis des milliards d'années, avec toute la patience d'un astre qui vivra 1000 fois plus longtemps que le nôtre. Le monde habitable le plus proche que nous connaissions est peut-être une pierre nue, décapée par un soleil de mauvaise humeur. Considérez le plus célèbre de ces systèmes, une naine rouge, située à une quarantaine d'années-lumière, autour de laquelle 7 planètes rocheuses sont serrées dans un arrangement d'une élégance presque irréelle. Elles sont si proches les unes des autres que, depuis la surface de l'une d'elles, les autres apparaîtraient dans le ciel comme des disques plus grands que notre Lune. C'est le porte-drapeau de la recherche de mondes habitables proches. Le système dont tout le monde espérait de bonnes nouvelles. Quand le plus puissant télescope spatial jamais construit y a consacré toute son attention, l'image qui est revenue était sombre. L'étoile lâche environ 6 éruptions par jour, chaque jour. Pas comme une tempête rare et spectaculaire qui finit par passer, mais comme un battement de tambour constant, entretenu pendant toute l'histoire multimilliardaire du système. Imaginez vous tenir sur un monde où le ciel éclate 6 fois par jour, tous les jours, pendant des milliards d'années, sans une pause. Rien de tout cela n'est survivable pour une atmosphère. Une atmosphère est une chose fragile, retenue à une planète par la seule gravité. Un bombardement pareil finit par la chasser, en chauffant les couches supérieures jusqu'à ce que le gaz s'échappe, en brûlant l'air par le haut du monde. Les observations l'ont confirmé directement. Les planètes intérieures de ce système, les plus proches de l'étoile, ne montrent aucun signe d'atmosphère significative. Elles semblent être de la roche nue, décapée, leur air consumé depuis longtemps. Et les planètes plus éloignées, celles qui devraient se trouver dans la zone tempérée, reviennent au mieux ambiguës, les données penchant vers un air mince ou absent, plutôt que vers les couvertures épaisses et protectrices dont le vivant aurait besoin. Et ce système, aussi rude soit-il, n'est même pas le pire des cas. Le pire des cas est un monde rocheux un peu plus grand que la Terre, en orbite si serrée autour de sa naine rouge qu'une année là-bas, un tour complet autour de l'étoile, dure environ 11 heures. 11 heures. Il boucle son orbite plus vite que vous ne dormez une nuit. Un anniversaire toutes les 11 heures, à toute allure autour du feu. Quand des télescopes ont mesuré la chaleur émise par sa surface, la réponse est arrivée sans la moindre ambiguïté. Le côté jour rayonne à plus de 1000 Kelvin, assez chaud pour faire fondre beaucoup de roches. Et surtout, cette chaleur n'est pas redistribuée comme le ferait une atmosphère. Sur un monde qui a de l'air, les vents transportent la chaleur du côté brûlant vers le côté nuit et égalisent les températures. Ici, rien de tel. La planète rayonne exactement comme une boule nue de roches sombres, sans absolument rien autour d'elle. C'est donc ce qu'elle est. Un caillou décapé et calciné. Une cendre sans air qui tourne lentement sous l'éclat d'une étoile qui a brûlé son ciel il y a très longtemps. Pas d'atmosphère, pas d'eau, aucun abri d'aucune sorte. Juste de la roche brûlante et un rayonnement dur, enfermé dans une boucle de 11 heures pour toujours. Et voici pourquoi ce monde compte bien plus que ne devrait compter la mort d'une planète obscure. Il n'est très probablement pas une exception. Il est très probablement la règle. Si la plupart des planètes de la galaxie tournent autour de naines rouges, et si les naines rouges arrachent de façon fiable l'atmosphère des mondes qui tournent au plus près, alors le type de planète le plus répandu de la galaxie
autour du type d'étoile le plus répandu, est peut-être exactement cela. Une pierre nue, sans air, stérilisée, tuée au berceau par une étoile qui ne lui a jamais laissé un instant de calme. Mesurez ce que cela fait à l'arithmétique de départ. Nous levons les yeux vers un ciel bondé d'étoiles, 3 sur 4 étant des naines rouges, et nous nous autorisons à imaginer tous ces petits mondes tièdes blottis autour d'elles, buvant une lumière douce, attendant qu'on les découvre. Et la vérité pourrait être que la grande majorité de ces mondes sont des cendres, leur atmosphère brûlée dès le premier milliard d'années. Il y a pire que la cendre d'ailleurs. Il y a des planètes que nous regardons littéralement se dissoudre. Autour de certaines étoiles, on observe des baisses de lumière irrégulières, changeantes, en dents de scie asymétriques, avec une longue traîne qui met du temps à s'estomper. La forme du signal n'est pas celle d'un disque planétaire qui passe, c'est celle d'une comète. Sauf qu'il ne s'agit pas d'une comète, mais d'un petit monde rocheux, si proche de son étoile que sa surface est un océan de lave, et qui s'évapore. La roche fondue produit une vapeur minérale qui s'échappe de la gravité trop faible de la planète, se condense en poussière dans le froid relatif de l'espace et forme une queue de plusieurs millions de kilomètres. Une planète qui a une queue de fumée. Une planète qui laisse derrière elle un sillage de sa propre matière, comme un bateau qui coule laisse une nappe. Le calcul est brutal. À ce rythme, ces mondes disparaîtront entièrement dans quelques dizaines ou centaines de millions d'années. À l'échelle astronomique, cela veut dire que nous les avons attrapés juste à temps, dans le dernier chapitre de leur existence. Encore un peu de patience de notre part, et il n'y aurait plus rien à voir qu'un anneau de poussière autour d'une étoile qui n'expliquerait plus rien. Il y a des mondes plus extrêmes encore. Certaines planètes géantes tournent si près d'étoiles brûlantes que leur atmosphère de gaz est chauffée à plusieurs milliers de degrés et souffle dans l'espace en un panache immense, laissant derrière elle une traîne d'hydrogène plus grande que l'étoile elle-même. Sur certaines, du fer se vaporise du côté jour, est emporté par des vents supersoniques vers le côté nuit, plus froid, et retombe. Il pleut du fer liquide, chaque soir, sur un monde qui ne connaîtra jamais autre chose. Ce ne sont pas des décors imaginaires, ce sont des mesures. Des raies dans un spectre, des courbes de lumière, des chiffres arrachés à un point lumineux si faible qu'il tient au bord de ce que nos instruments savent faire. Et pendant que nous cataloguons ces désastres lointains, il est facile d'oublier que notre propre monde a frôlé le silence plusieurs fois. La première grande extinction de l'histoire de la Terre n'a pas été causée par un astéroïde tombé du ciel, ni par un volcan, ni par une glaciation, ni par quoi que ce soit venu de l'extérieur. La catastrophe la plus meurtrière des débuts de notre planète a été provoquée par ceux qui vivaient dessus. Et l'arme, sans que personne l'ait jamais choisie, a été l'air. Remontée à environ 2,5 milliards d'années. La Terre était déjà ancienne, déjà couverte d'océans, déjà peuplée de vie microscopique depuis très longtemps. Mais le monde de cette époque vous serait totalement étranger. Le ciel n'était pas bleu, il n'y avait presque pas d'oxygène libre dans l'atmosphère. L'air était un mélange d'autres gaz, et tout ce qui vivait alors prospérait précisément dans ces conditions. Pour ces organismes, l'oxygène n'était pas le souffle doux de la vie. L'oxygène était un poison. Un gaz réactif, corrosif, destructeur, qui démolit la chimie interne délicate dont il dépendait. Pour l'immense majorité du vivant de la Terre primitive, l'oxygène était aussi mortel que le chlore l'est pour vous. Ce qui a détruit ce monde-là, c'est une invention. Quelque part dans ces océans anciens, une catégorie de microbes s'est mise à utiliser la lumière du soleil pour séparer l'eau et le dioxyde de carbone et en réassembler les morceaux en nourriture. Ils se construisaient à partir de la lumière. Nous appelons cela la photosynthèse, et c'est sans exagération le procédé le plus efficace de toute l'histoire de la planète. Il alimente encore aujourd'hui presque tout ce qui est vivant. Mais la photosynthèse produit un déchet. À chaque repas fabriqué à partir de lumière, ces microbes rejetaient un peu d'oxygène. Une cellule qui fait cela ne signifie rien. Une trace de poison perdue dans un océan. Mais ces organismes étaient spectaculairement doués. Ils se sont répandus dans toutes les mers du monde. Et ils l'ont fait non pas pendant des siècles, mais pendant des centaines de millions d'années. Et jamais, pas une seule fois, ils n'ont cessé d'expirer. Au début, les océans eux-mêmes ont absorbé le gaz. D'immenses quantités de fer étaient dissoutes dans cette eau ancienne, et l'oxygène a réagi avec,
le faisant rouiller hors de l'eau et se déposer au fond en couches rubanées de minerais que nous extrayons encore aujourd'hui pour construire nos villes. Ces bandes rouges et noires, dans les carrières d'Australie ou du Brésil, sont le compte-rendu géologique de cet empoisonnement. Mais un jour, les océans n'ont plus pu absorber. Le fer s'est épuisé. Et l'oxygène a commencé enfin à s'accumuler dans le ciel. Pour la vie de l'époque, ce fut une apocalypse. À mesure que le gaz envahissait l'atmosphère, il empoisonnait d'innombrables organismes qui n'avaient aucune défense et n'en avaient jamais eu besoin. Les estimations du bilan donnent le vertige. Une part écrasante de la vie terrestre a pu disparaître, suffoquée et corrodée par un gaz qu'elle ne tolérait pas, un gaz que ses propres voisins fabriquaient. Et le désastre ne s'est pas arrêté à la chimie. Avant cet épisode, l'atmosphère contenait beaucoup de méthane, un puissant gaz à effet de serre qui gardait la planète tiède alors que le Soleil, plus jeune, brillait moins qu'aujourd'hui. L'oxygène a détruit ce méthane. La couverture thermique s'est déchirée d'un coup, et la Terre a plongé dans l'une des glaciations les plus extrêmes qu'elle ait jamais connues. Des indices sérieux suggèrent que la glace a atteint l'équateur, que les océans se sont couverts d'une carapace, et que le monde entier est devenu une bille blanche pendant des dizaines de millions d'années. La Terre a fabriqué son propre poison, puis elle s'est gelée en essayant de le digérer. Et elle a recommencé plus tard, une seconde fois, plusieurs centaines de millions d'années après. Maintenant, retournez toute cette histoire, parce que l'inversion est l'endroit où elle devient profonde. L'oxygène qui a failli tout arrêter est le même oxygène que vous respirez en ce moment sans y penser. La molécule exacte qui a causé la plus grande hécatombe des débuts du monde est devenue, au fil des milliards d'années suivantes, le carburant qui a rendu tout le reste possible. L'oxygène transporte bien plus d'énergie utilisable que la chimie plus ancienne qui l'a précédé. Une fois que le vivant a su non seulement le tolérer mais l'utiliser, cette énergie abondante a ouvert une porte restée fermée pendant toute l'histoire antérieure de la planète. Elle a ouvert la porte aux organismes plus grands, plus complexes, aux cellules avec des moteurs brûlant de l'oxygène à l'intérieur, aux animaux, au cerveau, à vous, allongés quelque part en train de respirer ce poison comme si ce n'était rien. Le poison est devenu la source d'énergie. La catastrophe est devenue la fondation. Mais cela n'était pas obligé de se passer ainsi, et c'est le point crucial. Ce résultat n'était garanti par rien. Il est parfaitement possible, et beaucoup de chercheurs le jugent même probable, que d'autres mondes aient connu leur propre version de cette transition et l'aient tout simplement ratée. Un monde où le vivant s'installe, se répand, prospère pendant 1 milliard d'années, modifie l'atmosphère entière de sa planète, et ne parvient pas à s'adapter assez vite à ce qui l'a déclenché. Une biosphère qui s'étouffe elle-même et ne s'en relève jamais. Nous supposons volontiers que la partie difficile est de commencer. Mais l'histoire de l'oxygène suggère qu'il existe un second filtre, tout aussi mortel, tapi longtemps après le début. Un monde peut porter la vie, la laisser fleurir pendant 1 milliard d'années, puis la regarder s'étrangler dans son propre succès. Et notre planète a continué de frôler la sortie bien après. Il y a environ 250 millions d'années, des éruptions gigantesques en Sibérie ont vidé dans l'atmosphère assez de gaz et de chaleur pour acidifier les océans, les priver d'oxygène et effacer la grande majorité des espèces marines. Ce fut, de loin, l'événement le plus destructeur que le vivant ait subi ici. La Terre a mis des millions d'années à s'en remettre. Plus tard encore, un astéroïde d'une dizaine de kilomètres a frappé une mer peu profonde et a mis fin au règne des dinosaures en une saison. Nous ne sommes pas sur un monde stable. Nous sommes sur un monde qui a survécu de justesse, plusieurs fois, à des choses qui auraient pu le rendre définitivement silencieux. Il y a un mot que nous employons sans y faire attention, et sa souplesse cache un gouffre. Ce mot, c'est habitable. Nous appelons une planète habitable quand elle pourrait, en principe, supporter la vie. La bonne taille, la bonne température, de l'eau liquide possible en surface, les cases cochées. Mais habitable ne veut pas dire habité. Cela ne l'a jamais voulu. Un monde peut avoir absolument tout ce qu'il faut et rester parfaitement, éternellement vide. Les conditions ne sont que la scène. Elles ne garantissent pas qu'un acteur entre un jour dessus. On peut construire un théâtre, l'éclairer, le chauffer et le tenir prêt pendant 1 milliard d'années, et le rideau peut ne jamais se lever. Nous avons découvert des milliers de planètes, et un nombre croissant d'entre elles se trouvent dans la zone confortable de leur étoile.
Les titres les appellent potentiellement habitables, et cette formule travaille beaucoup l'imagination. Mais chacun de ces titres dissimule la même inconnue. Nous ignorons totalement si la vie est un phénomène fréquent dès que les conditions le permettent, ou si un monde peut rester parfait pendant des milliards d'années sans que rien n'y arrive jamais. La raison de cette ignorance est presque gênante de simplicité. Nous avons exactement un exemple, un seul. La Terre est la seule planète de l'univers connu où nous soyons certains que la vie existe. Et l'on ne trace pas une courbe à travers un point unique. Essayez. Un point isolé sur un graphique est compatible avec n'importe quelle ligne, dans n'importe quelle direction. Un exemple vous apprend qu'une chose est possible. Il ne vous apprend presque rien sur sa fréquence. Alors les mondes qui flottent là-bas dans leur zone tempérée grouillent peut-être de vie, des océans entiers, un sol épais et vivant. Ou bien, ils sont le genre de mort le plus complet qui soit. Des planètes avec de vraies mers et un ciel stable et 4 milliards d'années d'occasions ininterrompues, où les vagues ont roulé, où la pluie est tombée, où les couchers de soleil se sont succédés sur une surface où rien n'a jamais regardé aucun d'entre eux. Nous ne savons pas distinguer ces deux types de mondes à distance. Pas encore. Un monde qui ne s'est jamais réveillé ressemble, dans nos télescopes, à un monde sur le point de le faire. Mais il faut ajouter quelque chose ici, parce que notre définition de la zone habitable est peut-être elle-même trop étroite, et cela change la couleur de toute cette nuit. Nous cherchons de l'eau liquide en surface, sous un ciel, chauffé par une étoile. Or, dans notre propre système solaire, la plus grande partie de l'eau liquide ne se trouve pas à la surface d'un monde éclairé. Elle se trouve sous des kilomètres de glace, dans le noir, très loin du Soleil. Une lune de Jupiter, striée de fractures rougeâtres, cache sous sa croûte gelée un océan salé qui contient probablement plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Elle n'est pas chauffée par la lumière, elle est chauffée par la gravité. Son orbite l'étire et la comprime à chaque tour, et cette friction interne maintient l'eau liquide depuis des milliards d'années. Une petite lune de Saturne, à peine 500 km de large, assez petite pour tenir entre deux villes, expulse par des fissures de son pôle sud des geysers d'eau salée qui montent à des centaines de kilomètres dans l'espace. Une sonde a traversé ces panaches et a goûté leur composition en plein vol. Elle y a trouvé du sel, des molécules organiques, de la silice, qui ne se forment que dans de l'eau chaude en contact avec de la roche. Autrement dit, des sources hydrothermales, au fond d'un océan noir, sur une lune si petite qu'on l'avait longtemps considérée comme un caillou gelé sans intérêt. Ce que cela signifie est important. Les endroits où l'eau liquide existe dans notre système solaire sont bien plus nombreux que les endroits où il fait bon vivre en surface. Et un océan enfoui sous 20 km de glace se moque de savoir si son étoile s'éteint, si le bouclier magnétique tombe ou si l'atmosphère s'envole. Il est protégé de tout ce qui a tué Mars. Ce qui veut dire que les mondes que nous appelons morts pourraient, certains d'entre eux, être simplement fermés. Silencieux à l'extérieur, avec leur histoire entière verrouillée sous la glace, invisible à n'importe quel télescope, quelle que soit sa puissance. Une planète errante, éjectée de son système, dérivant dans le noir depuis 4 milliards d'années, pourrait garder sous sa croûte un océan tiède, maintenu liquide par la chaleur de ses propres roches. Il y a peut-être plus d'eau liquide dans le noir, entre les étoiles, que dans toute la lumière. Il reste pourtant un obstacle que rien ne franchira jamais, et il est logé dans l'acte même de regarder. Tout ce que nous voyons là-haut est déjà vieux. La lumière est rapide, mais l'espace est si vaste que même elle met du temps. Chaque point du ciel nocturne est une lettre écrite il y a longtemps, et qui n'arrive que maintenant. Quand nous mesurons l'atmosphère d'une planète située à 1000 années-lumière, nous lisons un rapport rédigé 1000 ans avant que nous l'ouvrions. Le monde prometteur que nous entourons de rouge sur nos cartes a peut-être été décapé par une éruption pendant que sa lumière voyageait vers nous, et nous continuerons d'écrire des articles pleins d'espoir à son sujet pendant des siècles avant que la mauvaise nouvelle n'achève son propre trajet. Quelque part dans le ciel de ce soir, il y a presque certainement une étoile qui n'existe plus, dont la mort est encore en transit, et rien sur l'enveloppe ne permet de savoir si l'expéditeur est vivant. Il y a une dernière chose, et elle change la question elle-même. Nous parlons de la zone habitable comme d'un lieu, un anneau tracé autour d'une étoile. Ce n'en est pas un, c'est un moment. Les étoiles s'éclaircissent en vieillissant.
Notre Soleil brille environ 30% plus fort qu'à la naissance de la Terre. Et quand une étoile s'éclaircit, l'anneau de tiédeur ne reste pas en place. Il glisse vers l'extérieur, abandonnant les mondes qui y étaient confortablement installés et s'approchant de ceux qui étaient trop froids. La chaleur traverse le système comme une tache de soleil traverse un plancher au fil de l'après-midi. Une planète parfaitement placée au début peut se retrouver cuite quelques milliards d'années plus tard. Et un monde gelé plus loin, abandonné depuis longtemps comme perdu, peut voir la tiédeur venir vers lui, jusqu'au jour où la glace commence à fondre et où il se réveille. Quand notre Soleil gonflera en géante rouge, les lunes glacées des planètes extérieures connaîtront leur propre matinée. Des océans à ciel ouvert, une atmosphère peut-être, un âge d'or de quelques centaines de millions d'années, longtemps après que la Terre sera devenue inhabitable. Alors la vraie question n'a jamais été de savoir si la vie existe ailleurs. C'est de savoir si elle existe ailleurs en même temps que nous. Deux mondes peuvent chacun avoir leurs fenêtres, chacun s'épanouir pleinement, et se manquer complètement parce que leurs fenêtres se sont ouvertes à 1 milliard d'années d'intervalle. La galaxie pourrait être pleine de vie déjà passée et de vie pas encore arrivée. Et nous pourrions être seuls, non parce que l'univers est vide, mais parce que nous sommes tôt, ou tard, simplement décalés. Et pourtant, rien ne se perd. C'est l'autre moitié de la vérité, et elle est aussi solide que la première. Les mondes morts ne disparaissent pas, ils deviennent de la matière première. Les naines blanches refroidissent, leurs disques de débris se dispersent, les planètes errantes traversent un jour de grands nuages froids où naissent de nouvelles étoiles, et leurs atomes sont repris, rassemblés, remis en circulation. Le fer de votre sang, le calcium de vos os, l'oxygène dans vos poumons, ont tous été cuits dans des astres morts avant que le Soleil n'existe. Le cimetière est aussi la pépinière. Ce sont le même endroit, vus à deux moments différents de la même lente rotation. Le monde enterré sous vos pieds ne s'est jamais arrêté de participer. Il pousse encore la chaleur vers le haut, il nourrit encore les panaches, il aide encore à faire dériver les continents. Il a seulement changé de métier. De planète, il est devenu le cœur profond d'une autre. Alors faisons les comptes honnêtement. La Terre est habitable depuis environ 4 milliards d'années. Ce qui lui reste, avant que le Soleil qui s'éclaircit ne rende la vie complexe impossible en surface, est de l'ordre d'1 milliard d'années, peut-être un peu plus. Nous avons dépassé le milieu. Si l'on dessine toute la vie habitable de la Terre comme une seule longue soirée, le Soleil est déjà bien descendu à l'ouest. Il reste beaucoup de lumière, mais c'est la lumière dorée et oblique de l'après-midi, pas celle du matin. Et nous savons à quoi ressemblera la suite, parce que nous avons passé toute cette nuit à la regarder chez les voisins. Mars nous montre l'étouffement. Vénus nous montre l'embrasement. Notre avenir lointain rime avec les deux. Mais il y a une chose que la Terre possède, et que ni Mars ni Vénus n'ont jamais eue. Ce n'est ni l'eau, ni l'air, ni le champ magnétique, ni l'orbite chanceuse. C'est le fait de savoir. Aucune autre espèce, en 4 milliards d'années, n'a jamais compris où se situait son monde dans la longue courbe des choses. Les créatures qui ont régné pendant des centaines de millions d'années n'ont jamais su que leur étoile s'éclaircissait. Les microbes, qui ont failli tout arrêter, n'ont jamais su qu'ils faisaient quelque chose. Et puis, tout récemment, dans le dernier éclat de cette longue histoire, quelqu'un a fait les calculs. L'âge de la planète sous ses pieds, la durée de vie de l'étoile au-dessus, la position exacte de notre instant dans la fenêtre. Presque tout ce dont nous avons parlé cette nuit a été appris à l'intérieur d'une seule vie humaine. Le monde enfoui au cœur de la Terre, les planètes errantes, enfin pesées dans le noir, les étoiles mortes se nourrissant de leurs propres enfants, le tube scellé sur Mars, le fantôme d'un océan suspendu dans l'air de Vénus. Tout cela est neuf. Nous sommes les premiers, sur le seul monde vivant que nous connaissions, à voir la forme entière de l'histoire d'un seul coup. Le début, le milieu et la fin posés ensemble sur la table. C'est un cadeau étrange et lourd, d'être en vie pendant l'unique moment où la fenêtre est ouverte, où la lumière est encore dorée, et d'être aussi les premiers capables de comprendre que rien de tout cela ne dure. La galaxie est une collection de longues soirées, chaque monde figé à une heure différente de la même histoire. Certains dorment encore dans leur matin glacé, attendant une chaleur qui arrivera longtemps après nous. D'autres sont éteints depuis des âges, et seule leur vieille lumière nous parvient encore. Et quelques-uns, peut-être, sont exactement là où nous sommes, tièdes et tournants et brièvement éveillés,
avec quelque chose à leur surface qui lève les yeux vers sa propre nuit en se posant les mêmes questions que nous. Il y a quelque chose de vertigineux à mesurer cela depuis une petite planète tiède, avec des instruments fabriqués à la main par une espèce qui n'existe que depuis un battement de cils à l'échelle de tout ce dont nous venons de parler. Nous avons appris à peser des mondes que nous ne verrons jamais, à lire l'air de planètes situées à des milliers d'années-lumière, à reconnaître la trace d'un océan disparu il y a des milliards d'années. Et nous l'avons fait en levant simplement la tête, longtemps, avec obstination. Nous sommes à l'intérieur de la nôtre en ce moment. La fenêtre est ouverte. Le sol sous vous est chaud, vivant, en mouvement, le visage éclairé d'un monde qui fut autrefois fondu avec un autre et qui porte encore ce cœur mort en le transportant avec nous à travers un instant qui ne durera pas et qui n'a pas besoin de durer. Alors tant qu'il fait encore assez clair pour regarder, regardez. C'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. La soirée est longue, elle est à nous, et il fait encore, pour l'instant, suffisamment jour pour voir.